ne vois pas comment tu vas réaliser ton projet, tu as arrêté ta planification. Et là encore, il y a un truc généralement qu'on confond, les humains, c'est se dire, je vais peut-être écrire plus tard, j'ai des stages sur ça. Et donc là, c'était un peu la planification. Je me dis, la planification, j'ai plusieurs idées avant d'avoir mon argent. Et ces idées, c'est vraiment pas cassable. Tu peux penser à tout. Tu dois envoyer l'argent au pays, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Tu as plusieurs activités à faire. Mais c'est quoi la priorité? C'est quoi la priorité avant de recevoir l'argent? Et donc là, je reviens encore sur le besoin et le vouloir. C'est quoi la priorité? Je priorise mes activités que je dois faire. Et là, je vais tester mon ambition. C'est-à-dire de voir sur telle activité, par exemple, quelle est l'ambition, ça peut aboutir à quoi? Parce que personne n'aimerait tourner à perdre. Je vais faire une activité, c'est bien, je l'ai planifié. C'est très bien, déjà. Je l'ai rédigé, j'ai dit, voilà, un truc pourri, j'ai dit, voilà, je dois faire ça, ou de telle date à telle date, je dois faire ça. Oui, c'est très bien. Et c'est quoi l'ambition? Qu'est-ce que tu as gagné derrière? Et donc là, tu peux faire une loi d'entonnoir, c'est-à-dire tu prends tes activités, tu en as plusieurs, tu commences à les peaufiner, tu priorises les choses, et à la fin, tu verras plus clair. Parce que si tu fais l'inverse, c'est-à-dire tu pars sur une activité et tu commences à détacher cette activité en mettant plusieurs petites activités, tu rentres dans l'effet tunnel en fait. Dans le sens où quand on rentre dans un tunnel, tu ne vois pas ce qui se passe devant, c'est le brouillard total, tu ne vois rien. Et ça la sortie, tu dis, ah tiens, je suis sorti par là, et ça s'appelle le hasard. Tu n'as rien planifié, le coup de hasard, tu as pris plusieurs activités, et là, tout tu fais, tu bricoles un peu, tu sors, tu dis, ah ouais, ça a marché, ok. Mais une fois sur 10, ça ne marchera toujours pas. Donc c'est là, c'est à ce stade de la planification où on détermine vraiment l'objectif que tu fixes. Qu'est-ce que je dois avoir? Aujourd'hui, nous sommes le 1er. Qu'est-ce que je dois avoir au 31? Au 31 du mois. Mon salaire, je gagne 1000 euros. Ok, j'ai ça pour payer le loyer. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mais au 31, combien je dois avoir sur mon compte? Ça, c'est un exemple. Ça veut dire, quand tu as déjà l'objectif, quand tu as déjà fixé ton objectif à la fin du mois, ce que tu dois avoir, ça t'évite même une personne qui peut t'appeler au pays, un ami quelconque qui t'appelle, ah tiens, ouais, moi je galère, je ne sais pas ce que je dois faire vraiment, j'ai perdu un enfant ou je ne sais pas quoi. Mais comme toi, tu as planifié déjà tes activités, tu peux dire, ah tiens mon coco, c'est un peu difficile que je puisse t'aider, mais on peut attendre le mois prochain. Ça veut dire, tu viens de gagner, dans ta planification, tu viens de gagner en fait ce que tu pouvais perdre, enfin, tu ne le perds pas, pourtant tu vas rendre service. Et autour des tables, je sais qu'on a toujours ce truc, l'amour fraternel, d'aller au-delà même d'aider. Et là aussi, on peut en parler parce que pour moi, je constate qu'il ne faut pas aider les gens, il faut les accompagner. Bon, ça joint toujours ce que j'ai de la planification. Donc, tu planifies, et au moment où tu vas t'engager dans la planification, il faut bien voir, étudier les statu quo, évaluer le parcours, te dire les risques et les qualités de ce que tu veux faire. Est-ce que en laissant ça ou bien en utilisant ça dans mon compte, est-ce que je ne serai pas découvert? Est-ce que le mois prochain, je pourrais couvrir ce découvert? Est-ce que en allant acheter une paire de baskets, par exemple, qui coûte 1000 euros, pourtant je gagne 1500 euros, est-ce que je pourrais payer le loyer? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je ne sors pas de mon budget? Je sais de voir qualité et risque. Je me dis, bon, dans tous les cas, je vais à une fête, une paire de baskets qui coûte 500 euros, une paire de baskets qui coûte 100 euros, les gens ne vont pas regarder mes chaussures, ils verront que je suis là. Ça veut dire, pour moi, honnêtement, ça ne change pas grand-chose. L'intention ne sera pas centrée sur toi. Tu peux bien capitaliser en se disant, voilà, je vais dépenser 100 euros pour une paire de baskets au lieu de 500 euros. Dans tous les cas, les images vont rester, mais les gens ne vont pas prêter attention à tes chaussures parce que c'est même pas ta fête. Et même si c'est ta fête, en 2 jours, il y aura une autre personne, une troisième personne qui va faire la fête. On va totalement oublier ce que toi tu as fait derrière pour parler de l'actualité. Donc pour moi, je me dis, là où on peut capitaliser, là où on peut gagner, on peut gratter, autant aller vraiment aux besoins que sur ce que l'on veut. Dans la phase de l'analyse, c'est de se dire toutes les activités que j'ai planifiées, tout ce que j'ai dit, ceci, pas cela, et ainsi de suite. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que je peux le faire? Ou encore, écoute, je sais que Christian Kimani, il avait fait déjà tel truc.
pourquoi pas me faire accompagner? Pourquoi pas le voir s'il peut m'accompagner au lieu d'aller seul? Ou je peux dire, bah, écoute, j'ai un projet, j'ai un truc comme ça que je vais faire, mais dans la plupart des cas, les situations qui nous arrivent dans la vie, que nous on considère nouvelles, il y en a toujours des gens autour de nous qui ont vécu les mêmes choses. Donc, si tu évites d'avancer seul, de plutôt collaborer avec d'autres personnes, tu vas te rendre compte que c'est un cercle, ce sont des trucs perpétuels, c'est tout le monde, on vit presque les mêmes choses. Mais on n'a pas peut-être ce courage ou ce truc de travailler peut-être en équipe, de dire que voilà, je vais avancer seul, je vais collaborer avec X, je vais intéresser X, peut-être il pourra ramener une nouvelle idée, on avance ensemble et ça peut te bloquer, tu ne te fais pas accompagner et tu plantes ton projet. Et au final, tu te poses la question si je peux franchir le pas ou pas. Et donc là, de la réalisation, c'est quoi? Ben, c'est toutes les activités que j'ai bien planifiées, où je me suis dit, de telle date à telle date, je vais faire ça, de telle date à telle date, je vais faire ça, mais je rentre en action. Mais c'est dire ma planification, elle est bonne. C'est tout ce que j'ai planifié, en respectant le délai. Je peux le tenir. À la fin de mon projet, j'aurai toujours le bon résultat. Parce que j'ai fait le chiffrage de ma planification. Je me suis dit, je gagne 1500 euros, il me reste 500 euros après avoir tout dépensé dans les 500 euros. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Quand tu fais une estimation, à la fin, tu peux toujours tomber à plus ou moins 10 ou 5. Mais ce n'est pas déjà mal. Parce que les plus ou moins 10 que tu accumules par mois en fin d'année, tu peux avoir toujours des excédents. C'est-à-dire que tu peux être à 10% de marge ou 20% de marge, ce qui n'est pas déjà mal que rester dans le rouge. Ou la fin du mois, ce mois-ci, si je ne suis pas découvert. Le mois prochain, je ne suis pas découvert. Le troisième mois, je suis à découvert, mais je ne serai pas vraiment au fond vraiment du trou, parce que ces 2 mois, j'avais peut-être une marge de plus ou moins 5. Et donc, le mois où je serai découvert, je serai peut-être un petit découvert, mais avec ce que j'avais déjà réalisé les mois précédents, ça peut venir combler. Et ainsi de suite. Ça, c'est pour parler de comment gérer l'argent. Et sinon, sur l'ensemble des projets, sur tous les projets qu'on peut lancer dans la vie, je pense que c'est faisable dans le sens où, quand on ne sort pas du délai de ce qu'on a planifié, quand on ne va pas au-delà de ce qu'on a eu à faire, les imprévus, ça va arriver bien sûr. Mais quels sont ces imprévus? Quels sont ces imprévus? Une fois de plus, on a tendance parfois à aller au-delà de ce qu'on peut faire. J'ai planifié mes activités dans le mois, je vais me dire, ah ok, bon, ça je ne peux pas le faire, ça je ne peux pas le faire, ça je ne peux pas le faire. Je vais attendre le mois prochain parce que je dois aider un paroissien, par exemple, à Saint-Eurita. Parce que je dois aider peut-être un prêtre quelque part. Ou parce que je dois aider un collègue à l'hôpital ou dans la même ville. Sauf que le collègue que tu veux aider, lui, parfois ça fait partie de son projet. C'est-à-dire qu'il n'est pas en souffrance. Je donne un exemple. Moi, aujourd'hui, je peux me dire, tiens, j'ai besoin de 500 euros pour réaliser tel truc par rapport à ce que j'ai planifié. Je te demande 500 euros. Ça ne veut pas dire qu'il me manque 500 euros. Je te demande 500 euros parce que dans ma planification, j'ai mis des statu quo. Je dis, je dois me faire accompagner, je dois utiliser X, Y, Z pour regrouper les ressources dont j'ai besoin. En fait, je fais partie de mon projet sans que tu le rencontres. Je te sollicite, tu m'envoies l'argent, moi je réalise mon projet, mais toi dans ta tête, tu te dis que je viens d'aider une personne. J'ai aidé une personne, mais ben, spirituellement, oui, ça marche. Mais dans le monde réel, de la réalisation d'un projet, en fait, tu viens de tourner à perte. Tu viens de contribuer à un projet d'une personne. À la différence, au lieu d'aider une personne, l'accompagner. Ah oui, X, Fréja, excuse-moi vraiment, j'ai besoin de 1000 euros, j'ai besoin de 200 euros parce que là, moi, ça marche. Je vais créer n'importe quelle raison parce que j'ai besoin de ces ressources pour réaliser mon projet. Moi, je te réponds, je te dis, bah écoute, je veux bien, mais qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu as quelque chose pour que je t'accompagne? Ça veut dire, si le truc coûte 500 euros, je peux dire, bah écoute, si tu as au moins 350 euros, je peux te compléter 150 euros pour réaliser ton truc. Et à la fin, j'espère que je vais voir le livrable. Je vais voir le livrable dans le sens où je veux l'acheter une guitare, mais j'avais 100 euros, il me manquait 25 euros. J'ai contribué, je t'ai donné 25 euros. En fait, j'ai été utilisé comme statu quo pour la réalisation de ton projet, mais je suis venu pas pour t'aider, mais pour t'accompagner dans ton projet. Et moi, si je ne fais pas ça, je ne fais pas ça pour dire que voilà,
je l'avais aidé, c'est grâce à moi qu'il a fait ça, ou je sais pas, c'est grâce à moi qu'il a eu à faire ça. Je ne viens pas pour ça. Je te donne 25 euros parce que moi, je peux capitaliser sur 75 euros ou sur 25 euros. Je trouve l'équilibre. Je ne vais pas m'enfoncer dans les découvertes parce que je dois t'aider. Je ne connais même pas ton besoin. Je ne connais pas ton projet. Je sais que tu es en train de m'utiliser pour réaliser ton projet. Mais soit je t'accompagne dans ton projet, soit bah, trouve d'autres ressources parce que je ne peux pas me mettre à découvert ou arrêter mes activités que j'ai planifiées dans le mois pour venir réaliser les activités que toi d'ailleurs planifiées. Certes que moi aussi je peux utiliser ce statu quo, je vais multiplier les demandes de coach pour la réalisation de tout ce que j'ai à planifier. Mais ça peut marcher, voilà, ça marche, voilà, ça marche. Mais je ne veux pas me mettre en déficit pour réaliser ton projet. Et donc clôturer, c'est quoi? Le clôturer, ben, une fois que j'ai eu à réaliser mes activités que j'ai eu à planifier au début, ben, je dois voir le résultat. C'est ce que je disais au départ, du 1er au 31, quand j'ai eu mon salaire. J'ai eu à dépenser, j'ai eu à payer les factures. Qu'est-ce qui me reste? C'est quoi le résultat? Et je dois critiquer ce résultat. Est-ce qu'il est bon ou pas? Je dois le comparer, le résultat que j'ai obtenu, au résultat attendu. Qu'est-ce que j'espérais avoir au 31? Qu'est-ce que je voulais avoir au 31? Si je suis au moins à 80%, à 75% de mon résultat attendu, je serai satisfait. Mais une fois que j'ai eu un bon pourcentage sur mon résultat attendu, je dois le maintenir à l'état validé, c'est-à-dire je dois le maintenir au niveau que je l'ai laissé. Je ne vais pas me dire que voilà, bon, ce mois-ci quand même, ouais, j'ai bien réalisé mes activités, mon projet a bien tenu, l'argent que j'ai eu dans mon compte, il y a une bonne stabilité. Donc, je ne peux pas aller prendre 500 euros pour acheter une chaussure de Weston. Dans tous les cas, je serai toujours de le faire. Mais tu ne sais pas le mois prochain ce qui t'attend. Il va y avoir des déficits de plus ou moins 10% que je parlais. Et que, comme tu es resté tellement strict, tu ne vas pas gagner de marge, tu vas piocher pour acheter des trucs. Et tu as les imprévus, tu as des trucs qui arrivent. Au final, tu plombes encore ton économie, pourtant tu étais sur une bonne marge. Et après, se projeter aussi vers les projets dérivés. Ça veut dire quoi? Garder l'argent dans la maison ne fait pas d'économie. On revient sur les slides que j'ai eu à présenter avant. Gagne moins de dépenses. Ce que tu gagnes, tu dois les dépenser pour avoir ton économie. Mais les dépenser, ça ne veut pas dire je vais acheter ça, je vais faire ça. Non. Les dépenser, c'est par rapport aux activités que tu as planifiées et avoir un résultat quand tu vas clôturer ton projet. Ça veut dire, ce que tu as en capitalisant sur 1, 2, 3 mois, tu peux faire des projets dérivés qui viendront alimenter ton projet principal. C'est-à-dire, ta seule ressource, c'est le salaire. Et on est tous d'accord qu'en France, tu comptes que sur le salaire, tu es à peu près mort. Parce que le salaire, il vient pour payer les factures et tout ce que tu veux payer. Le bulletin te paye, te permet juste d'avoir les crédits ou d'avoir les crédits ou de tromper les banques. Ça, tout le monde, je pense que ça ne vient pas de moi, on en a plus discuté sur ton famille. Ça veut dire quoi? Une fois que tu as la chance de tromper une banque, une fois que tu as la chance d'avoir un bon bulletin de salaire, ou une fois que tu as la chance de bien réaliser tes projets de telle sorte d'avoir une marge à la fin du mois, projette-toi vers les projets dérivés. C'est-à-dire ces projets dérivés qui feront que non seulement tu restes à l'état stable, ton compte, et ça viendra alimenter ton compte. Et honnêtement, ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, au moins ça libère l'esprit, ça te libère pour vivre une vie meilleure. La preuve, on voit ça partout. Ceux qui ont beaucoup d'argent, ils ne se posent pas des questions. Ceux qui ont beaucoup d'argent, ils font ce qu'ils veulent. Ceux qui ont beaucoup d'argent, ils peuvent voyager. Et il y a une personne qui m'a rappelé récemment que la distance n'est faite que pour les pauvres. Je ne peux pas aller voir ma soeur était en Italie parce que je n'ai pas l'argent pour payer le billet. Mais ce n'est pas la distance qui m'empêche. Je ne peux pas aller au Congo, je ne peux pas aller à Berne parce que je n'ai pas l'argent pour mettre le carburant. Je ne peux pas aller à Bernard parce que je n'ai pas l'argent pour mettre le carburant. Mais si j'ai l'argent dans mon compte, la distance, ça sera comme si je partais derrière la maison. C'est comme si je partais en face parce que j'ai de quoi répondre à mes besoins. Merci beaucoup. Je vais prendre les questions. S'il y a bien quelqu'un. Merci beaucoup, ingénieur, pour le contenu qui a été très riche
Et donc, vous avez fait la différence entre l'argent, le projet, l'achat de quelque chose. Vous avez abordé beaucoup d'aspects, tout en accentuant la programmation. Il faut commencer par planifier, déterminer l'objectif fixé. Il faut commencer par analyser qu'est-ce qu'on peut faire et puis passer à l'étape de la réalisation et enfin clôturer le projet qui nécessite en fait un résultat de manière un peu synthétique, ce que vous avez dit. Et vous avez aussi mis un accent sur l'élément de l'accompagnement de la réalisation du projet. Voilà, donc je pense que tout le monde a bien suivi votre exposé et je vous remercie d'avance. Et donc, la parole est accordée à qui a une quelconque question à poser à notre conférencier. Quand vous voulez parler, vous activez votre micro, peut-être aussi votre vidéo. Comme ça, on voit la personne qui pose la question. Merci. Vous avez la parole. Oui, M. Bakala Kimani vient de lever la main pour poser sa question. Vous avez la parole, M. Bakala. Oui, merci beaucoup. Donc, un grand merci à l'ingénieur pour l'exposé. Et j'ai relevé certaines notes et j'aimerais avoir plus d'éclaircissement sur les produits dérivés, puisque vous avez dit qu'en France, si on ne compte que sur le salaire, on est mort, et qu'il fallait mettre l'accent sur les produits dérivés. Quels sont ces produits dérivés-là? Et comment vivre en France en ne comptant pas que sur le salaire? Et puis après, bon, j'ai beaucoup aimé l'expression que la distance n'est faite que pour les pauvres, parce que ça correspond vraiment à la réalité, puisque c'est une manière de réfléchir qui conditionne les gens et qui appauvrit aussi les gens en fonction de la manière dont ils entrent en relation avec l'argent. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais répondre à la première question, surtout sur les produits dérivés. Bon, je vais peut-être commencer par comment on peut vivre en France sans plutôt on compte que sur le salaire. Je vais peut-être me répéter, mais j'ai déjà dit cette phrase, c'est que le bulletin de salaire, il est juste là pour tromper les gens. Le bulletin de salaire, il est là pour impressionner. Le bulletin de salaire, il est là pour se porter garant sur un truc. Il est là juste pour tromper l'ambassade, les trucs. Mais il n'est pas là pour résoudre tes problèmes. Quand je parle des produits dérivés, c'est quoi? Quand tu as bien capitalisé sur ton compte bancaire, quand tu as eu un peu d'avance, ça passe par l'investissement. Parce que sur l'investissement, si tu fais des bons investissements, tu as toujours un retour sur l'investissement. L'exemple, j'investis sur l'immobilier, je mets des locataires, les locataires qui vont payer. Je gagne, ça rentre mon compte. Je mets des voitures en location, par exemple. Ce qui va rentrer, c'est toujours gagnant dans mon compte. En fait, c'est rentrer dans l'investissement. Et l'investissement, le lien avec le bulletin de salaire, c'est peut-être d'obtenir un crédit en banque pour pouvoir investir et voir le retour sur investissement qui peut te permettre de vivre sans plutôt ton salaire. C'est la première question. Et j'espère que j'ai répondu à quelques produits dérivés en parlant sur l'investissement, mais je prends l'investissement d'une manière générale, en ne citant que peut-être l'immobilier et les voitures. Ça peut passer par la restauration, ça peut passer par la restauration rapide, ça peut passer par l'art, par tout ce qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire, chacun de nous, quand on réfléchit bien, on a toujours quelque chose en soi. On a la difficulté d'aller trouver notre particularité. Aujourd'hui, moi, je vais donner un exemple simple.
peux rester là parfois à la maison, tu prends un livre, tu prends des feuilles, tu commences à écrire, sans plutôt que tu te rendes compte qu'en allant faire ces trucs difficiles, en poussant le bouchon plus loin, tu peux écrire des livres que tu peux vendre. Mais quand, toi, dans ta tête, tu t'es dit que pour que je crée un produit dérivé, il faut juste que je regarde les tutos sur YouTube. Il faut juste que je regarde quelqu'un qui a déjà fait ça pour que je fasse la même chose. Et c'est parti. Tu vas aller regarder les trucs sur YouTube sans plutôt te dire que voilà, les petites phrases que tu as eu à écrire sur ta feuille peuvent constituer un livre que tu peux vendre. Ça, c'est quelques exemples sur les produits dérivés que je peux citer. Donc, vraiment, ça se base sur l'investissement. Et j'ai beaucoup insisté, merci beaucoup d'ailleurs de m'avoir rappelé, j'ai beaucoup insisté sur ce point, sur le facteur entre le déplacement, la distance et la pauvreté, parce que c'est la réalité de la vie en fait. C'est la réalité de la vie. Moi aujourd'hui, si j'avais l'argent, aujourd'hui si j'avais tout ce qu'il fallait, pourquoi faire une conférence, par exemple, une présentation sur Teams ou sur Zoom? Je prends la voiture, je me déplace, je suis à Berne, on prend une salle où je suis à Berne, ou là je prends une salle, et tous ceux qui peuvent, ils viennent, on s'assoit, on discute. Et parce que on va trouver tous la raison, non, il fait tard, il est 20h, je ne peux pas prendre la voiture pour partir. Non, en fait, la vraie raison, tu n'as pas le transport, tu n'as pas les sous pour payer le billet pour partir. C'est ça ta vraie raison, en fait. C'est pas que la distance, c'est pas l'heure et tout ça, ça n'a rien à voir. Tu planifies un truc, le 25, on doit se voir. Tu vas créer des raisons. Oui, je ne suis pas venu parce que la distance, il y a eu la neige, il y a eu je ne sais pas quoi. C'est faux. Tu ne pouvais pas venir parce que tu n'as pas de sous. Ça, c'est la réalité. Voilà. Est-ce que je suis passé à côté d'une question que je n'ai pas répondu? Monsieur Bakala, est-ce que ça vous va? Non, c'est bon pour moi, merci. Merci. Merci beaucoup. Une autre série de questions. S'il y a quelqu'un qui a une question, il suffit de demander seulement la main, d'élever la main et prière. Vous avez la parole. Bon, comme il n'y a pas de questions, moi, ça m'arrange. Je continue un peu sur les trucs de ce que je disais tout à l'heure. Quand je présentais, j'avais dit que j'allais revenir sur un truc qui m'avait échappé. Et maintenant, ça revient, je peux dire. En restant sur la planification, il y a une confusion aussi qui arrive très vite, d'une manière générale, hein, chez tout le monde. C'est de confondre la stratégie et l'espoir. L'espoir, ce n'est pas une stratégie. Je veux réaliser mon projet, je vais dire, j'espère que la fin du mois, j'aurai 500 € pour faire ça. J'espère que la fin de l'année, j'aurai 500 € pour faire ça. J'espère que... Non, l'espoir, ce n'est pas une stratégie. Quelle est ta stratégie pour réaliser ce projet? On va se cacher derrière le mythe africain, l'espoir fait vivre. Mais c'est faux. L'espoir te tue. Parce que tu seras là en train de dire, j'espère que quand j'aurai 500 €, je vais faire ça. J'espère que oui. Mais chaque jour, tu espères. Mais c'est quoi ta stratégie? C'est quoi ta stratégie pour arriver à réaliser ce projet? Je vais donner un exemple simple. J'ai un projet, par exemple, pour les porcs. Pour une porcherie et tout, voilà. Mais je n'ai pas de sous. Pour aller acheter des porcs, pour acheter le terrain, pour mettre des porcs. Qu'est-ce que je fais? J'ai capitalisé dans mon compte, j'ai que 1 000 €, 500 € de disponible. Mais le porc me coûte, une tête me coûte 2 000 €, 2 500 €, 5 000 €. Je vais prendre les hectares. Je prends les hectares, 2-3 hectares. Je fais une plantation de maïs. Je vais faire une plantation de maïs. Je vais faire des récoltes, je vais vendre des maïs. Mais avec quel projet? Mon projet, en fait, c'est de faire une planchette, d'acheter les porcs pour les nourrir. Je fais des plantations de maïs. Je commence à vendre des maïs. Voilà. Au bout de 5 ans, j'achète 2 têtes de bœuf, 2 têtes de porc. Voilà. Je me lance. Mais mon projet annexe de maïs a un lien avec mon projet de porc. Puisque ces porcs, ils peuvent se nourrir de mes maïs que je viens de planter. Donc, si j'ai fait une bonne planification, je ne dois pas faire faillite. Parce que je n'aurai pas à acheter la nourriture pour les porcs. C'est juste mes maïs que j'ai plantés avant. Avec ça, je peux nourrir mes porcs, entre autres. Donc, ça fait que mon projet de maïs, où j'ai gagné l'argent, ça m'a emmené vers le projet
de porc sont plutôt qu'un projet de maïs n'étant. Et j'ai maintenant un projet principal et je peux créer plusieurs projets dérivés. Puisqu'avec ces mêmes maïs, je peux signer des contrats avec une entreprise de fabrication de biens pour qu'on me fabrique des biens. Avec ces mêmes maïs, je peux faire la bouillie de maïs, par exemple, au Congo. Ça veut dire, de mon projet maïs, je vais de créer plusieurs projets dérivés. Je vais de créer plusieurs projets dérivés. Parce que je ne suis pas resté avec l'objectif, avec l'espoir qu'une fois que j'aurai 2500 euros, je vais acheter les porcs pour les nourrir. Mais j'ai 1000 euros. Mais j'espère toujours qu'une fois, quand j'aurai 5000 euros, je vais ouvrir ma poche. Une fois que j'aurai 5000 euros, je vais faire ça. Mais c'est quoi ta stratégie? La réalité africaine, c'est que l'espoir a remplacé la stratégie. Très magnifique, hein? Merci. Donc, tout est en fait lié, non? Des stratégies vraiment liées pour éviter des pertes. Merci pour cet ajout. Il y a une main là de M. Marie. Madame Marie, M. Marie, vous avez la parole. Bonsoir à tout le monde et merci pour cette nourriture qui mérite d'être digérée parce qu'il y a des choses intéressantes. Effectivement, je suis d'accord avec le conférencier M. Bakas lorsque vous dites que la distance n'est pas... La distance, en fait, c'est l'expression même de la pauvreté. Et je partage ce point de vue, votre point de vue. Je suis un peu... j'ai quelques remarques, peut-être pas des questions, mais où les questions viendront, mais quelques remarques un peu d'ordre personnel. J'ai l'impression que vous êtes un peu parfois trop catégorique ou trop radical sur certaines affirmations, notamment par exemple lorsque vous dites qu'une personne ne mérite pas d'être aidée mais accompagnée. Bon, voilà. C'est un peu trop radical, je pense. Donc la première question que je me pose, c'est dans le processus de planification, donc qui conduit à la capitalisation, finalement, quelle place pour l'homme? Pour l'homme en tant que être semblable. Ma deuxième question, est-ce que notre existence humaine, marquée par le fait que nous sommes des êtres avec, mais étant êtres avec, nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Est-ce que quelque part la planification ne nous éloigne pas, donc où l'idée de planification et de capitalisation telle que tu l'as développée, ne nous éloigne pas de l'humanisme, voilà. Est-ce que et en parlant de planification, je pense que peut-être il faut modeler ou sinon faire un peu la part des choses parce que on peut bien planifier quelque chose, mais dès lors que nous partons du principe que nous ne sommes pas maîtres de l'histoire, que nous ne sommes pas maîtres de notre vie et que dans notre vie de tous les jours, il y a des imprévus qui arrivent, ces imprévus doivent donc être intégrés dans notre processus de planification ou, du moins, la planification en elle-même ne peut plus être l'alpha et l'oméga de notre existence. Puisque la réalité aujourd'hui nous l'a montré, il y a des gens qui ont planifié, des cultivateurs par exemple au nord de la France, qui ont planifié sur les récoltes. Mais sauf que 4 mois de suite de pluie, ils ont tout perdu. Et pourtant, ils avaient bien planifié. Ils n'avaient pas seulement des projets, ils n'avaient pas seulement mis des stratégies en jeu, mais ils ont planifié à court et à long terme. Mais la réalité nous a donné autre chose. Mon propre père, par exemple, si je me rappelle dans une des lettres, disait comment il planifiait sa retraite en achetant du beurre, mais la guerre de 97 est arrivée, il a fui et il a tout perdu. Donc comment à un moment donné, la planification, on peut prendre la planification, on peut
modeler le processus de planification pour qu'on ne soit pas surpris par notre propre planification. Voilà. Vous avez la parole, ingénieur. Je pouvais synthétiser les questions. Donc, la première, c'est une affirmation que l'un des participants trouve un peu trop forte. Et par contre, les questions, la première question, c'est planifier et l'humanisme. Et la deuxième question, c'est le rapport entre planifié et imprévu. L'ingénieur, vous avez la parole. On ne vous entend pas. Le micro est désactivé, s'il vous plaît. Merci. Désolé. Merci beaucoup. Je pense que cette question vient du fait que j'ai plutôt insisté sur l'aide et l'accompagnement, d'après ce que j'ai compris. Parce que aujourd'hui, je vais peut-être partager, ça sera mieux, comme ça, on verra de quoi je parle, parce que j'ai mentionné sur mon PowerPoint, je vais parler de ça. Voilà. Sur mon PowerPoint, dans la planification, si on regarde le dernier point où j'ai parlé d'évaluer le parcours. Quand on évalue le parcours, en fait, il y a bien la qualité et le risque. Et tout ça, s'il faut les traduire un peu littéralement, ça veut dire on regarde les contraintes. Quelles sont les contraintes que tu peux proposer? Parce que c'est là que ce soit je suis très d'accord avec la planification, j'ai voulu arriver au point plus élémentaire. Par exemple, j'ai dit que la fin de mois, je dois capitaliser 100 euros. Ça, c'est dans ma planification. Et j'arrive dans ma planification. Avant d'arriver à la planification, j'ai prévu que l'enfant tombe malade.